Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. À l'heure où certains lycéens se sentent en vacances, j'ai pas de rhume, j'ai bien dit vacances, c'est la contraction de bac et vacances. Donc je reprends. À l'heure où certains lycéens se sentent en vacances, de nombreux lycéens vont se retrouver devant une copie ou un jury du baccalauréat dans les jours qui viennent. Dans cet épisode de Azimut Parlons Orientation, je voulais partager avec vous quelques données chiffrées sur cette édition du bac 2023 et en profiter pour aborder certains sujets qui inquiètent ou qui crispent, on va le dire, les parents. J'ai été hier à la rencontre d'Édouard Geoffrey, qui est directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Et je vous indiquerai dans cet épisode ses réponses aux questions qui ont été posées. Commençons par quelques données chiffrées. Cette année 2023, ce sont 719 000 candidats qui passent le bac. 55% sont en filière générale, 20% en voie technologique et 25% en voie professionnelle. 19 000 d'entre eux passent le bac en candidature individuelle, certains ayant suivi leur scolarité dans des établissements hors contrat. A priori, il serait au nombre d'environ 4 000 d'après le ministère. Bon, ça c'était les chiffres principaux, mais pour agrémenter vos conversations en famille, voilà quelques données que j'ai trouvées intéressantes de partager. Le plus jeune candidat a 12 ans, le plus âgé a 76 ans. 108 pays organisent le bac général et technologique avec près de 3000 centres d'épreuves. J'ai eu un peu le tournis en apprenant qu'il y avait plus de 3 millions de copies à corriger, en incluant celles des épreuves anticipées. Donc je souhaite bon courage aux 80 000 correcteurs de ces épreuves. Passons maintenant aux questions qui fâchent. Alors, j'ai ouvert ce podcast avec le terme vacances. Ce phénomène s'explique par le calendrier des épreuves de spécialité en mars et le partage des notes en avril. Les lycéens semblent pour certains déjà en vacances. Pour certains élèves de terminale, le bac est déjà principalement joué alors qu'il reste des épreuves comme le grand oral et la philo qui représentent quand même près de 20% des coefficients. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle que les programmes et leur cadencement ont été élaborés avec le calendrier des épreuves en tête. Donc il ne devrait pas y avoir normalement de pression pour terminer le programme en mars. Et en ce qui concerne les plages de révision pour ces épreuves, on peut s'attendre à un aménagement l'année prochaine. Ceci serait communiqué à ce moment-là à la rentrée. Sur la question du partage des notes préalables aux résultats du bac, j'ai eu l'explication. Ça a été fait dans un souci de transparence. Les formations avaient besoin de ces notes de spécialité pour établir leur classement dans Parcoursup. À partir du moment où les formations avaient connaissance de ces notes et auraient pu les communiquer aux élèves, il paraissait logique que l'ensemble des élèves aient à ce moment-là connaissance officiellement de leurs notes en même temps que les formations. Par souci d'équité, par souci de transparence donc. Il y a des parents qui ont remonté l'inquiétude de constater qu'il y avait dans certaines spécialités des notes très élevées pour beaucoup d'élèves. Alors, quand j'ai partagé ceci, ça n'a pas semblé problématique pour le ministère qui a rappelé en fait que le bac n'était pas un concours, mais un examen final et qu'en fait une bonne note signifie que les connaissances sont bien acquises et bien exploitées par les élèves. Et les notes de spécialité ne sont pas le seul critère pris en compte par les algorithmes qui classent pour chacune des formations les candidatures. Pour en revenir au calendrier des spécialités, il n'est pas attendu d'aménagement l'année prochaine. Ça a été dit de manière assez claire, donc sauf surprise, normalement pas de changement sur le fait de passer les spécialités en mars, le fait d'avoir les notes en avril. En effet, le ministère a rappelé que 2023 c'était la première année où la réforme s'appliquait dans son ensemble. Il y a 2 ans, on était en pleine période du Covid, l'année dernière il y a encore eu un effet Covid avec un décalage du passage des spécialités plutôt en mai de mémoire. Et donc, maintenant, on attend une certaine stabilité et puis une période d'analyse sera nécessaire et elle est annoncée par le ministère. Parlons du grand oral. Dans mes échanges avec les parents, ce qui ressort, ce sont les préoccupations suivantes. Le fait que la préparation semble varier selon les professeurs et les établissements. Certains élèves sont très bien préparés alors que d'autres ne se sentent pas suffisamment accompagnés au lycée. On rappelle par ailleurs que le grand oral a un poids comparable au bac de français dans la note du bac. Monsieur Geoffrey a rappelé que cette épreuve était positionnée en juin afin de consacrer une bonne partie du 3e trimestre à la préparer en classe.
Par ailleurs, un tiers de l'épreuve consiste à partager son projet d'orientation avec le jury. Et ce projet, il a été abordé à maintes reprises pendant normalement plusieurs années dans le cadre du lycée et en particulier en terminale par le fait qu'il y ait 2 professeurs principaux pour s'occuper de l'orientation aussi. Et les dossiers et les vœux Parcoursup auront contribué à bien préparer cette partie du grand oral. Par ailleurs, cette épreuve a vocation à préparer les élèves au style d'enseignement supérieur. En fait, c'est une épreuve qui aura permis aux élèves d'être mieux préparés pour la poursuite d'études, en particulier par un examen oral, alors que les autres examens sont majoritairement à l'écrit. Et le ministère rappelait par ailleurs que l'année dernière, cette épreuve a été plutôt un bonus de points pour les bacheliers dans l'ensemble. Donc il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude sur la préparation du grand oral. D'autres sujets, d'autres points de crispation sur le contrôle continu avec 2 sous-sujets. Pour les établissements hors contrat, en effet, le contrôle continu n'est, on va dire, pas reconnu et l'ensemble des élèves passent des épreuves terminales. Les parents ont généré le souhait de voir dans les établissements qui génèrent des résultats cohérents avec les établissements sous contrat, de se voir accorder le fait de bénéficier du contrôle continu avec des notes accordées par l'établissement et pas par une épreuve finale. Bon, ceci ne semble pas pouvoir être considéré de par même le statut hors contrat. En effet, les professeurs et les programmes n'étant pas certifiés par l'Éducation nationale, il ne peut pas être accordé ce privilège. J'ai appris lors de cet échange d'ailleurs que les candidats individuels ne sont pas obligés de déclarer d'établissement et ont désormais la possibilité de passer les épreuves par matière ou une seule fois en terminale portant sur l'ensemble du programme première terminale, ou alors une épreuve en première sur le programme de première et une épreuve en terminale sur le programme de terminale. Voilà, c'était quelque chose que je ne savais pas qui était optionnel. Donc ça, c'était pour le sujet du contrôle continu dans le cadre du hors contrat. Maintenant, quand on parle du contrôle continu dans le cadre des établissements sous contrat, les parents avec qui j'ai échangé parlent souvent de non-harmonisation des notes entre établissements. En effet, certains établissements semblent noter sévèrement, d'autres semblent surnoter avec l'objectif de gonfler les résultats pour les dossiers de leurs élèves. Ces éléments seront étudiés lors de la phase d'harmonisation des notes. Il ne devrait pas y avoir de changement de notes a priori là d'ici la fin de l'année. Néanmoins, il peut y avoir une analyse qui est faite pour l'année prochaine. Bon, sans annonce. Et Édouard Geoffrey encourageait à distinguer comparaison et homogénéité dans l'analyse de cette situation. Pour conclure au sujet des questions et des remarques formulées, je retiens que le ministère est tout à fait conscient en fait de certains écueils, mais qu'il convient de mettre en œuvre la réforme dans son intégralité dans la durée afin de lancer des analyses et de trouver d'éventuelles alternatives. Mais aujourd'hui, cette année, ce n'est pas le sujet. Alors, chers parents, j'ai envie de vous donner le message suivant qui est un peu ma philosophie. On ne va pas changer le système. Par contre, en le connaissant mieux et en comprenant son fonctionnement, nous, parents, on va pouvoir accompagner au mieux et si possible sereinement nos enfants dans leur parcours d'orientation. Et c'est déjà beaucoup. Je reste à votre écoute et à votre disposition pour échanger. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez un lien pour prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à partager cet épisode qui donne quand même pas mal d'informations assez exclusives, on va dire, qui peuvent intéresser beaucoup d'autres parents de bacheliers et de futurs bacheliers. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez
les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.